Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, nous accueillons Abdullah Ariti, directeur de campagne départementale de l'UMP. Bonsoir Abdullah. Bonsoir madame. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. L'UMP mise en difficulté dans le canton de Sada, Chirongé, avec la candidature de 2 binômes portant les couleurs du parti. L'affaire a été portée devant les tribunaux. Les tribunaux ont tranché. Une décision sur laquelle nous reviendrons au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 18 mars. Le verdict est tombé hier. Le violeur de Kombani est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Les explications du procureur de la République dans ce journal. Après plusieurs rebondissements, il y aura finalement 2 binômes UMP à Sada pour les élections départementales. Le tribunal a tranché aujourd'hui. On fera le point. Afin de sensibiliser la population à la gestion des déchets, des stagiaires de la GEPAC ont arpenté les rues de Mamoudzou avec des dépliants à la main. Plus de détails à la fin de cette édition. L'affaire remonte à 2011. Un jeune homme était suspecté de viol et du meurtre d'une fillette de 2 ans à Kombani. Hier, il a été reconnu coupable par la cour d'assises de Mayotte et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais contrairement aux idées reçues, cette sanction n'est pas synonyme de prison à vie. Les précisions du procureur de la République au micro de Camille Lecar. C'est une condamnation très rare à Mayotte, la réclusion criminelle à perpétuité. Mais hier, c'est bien la peine qui a été infligée à un homme d'une vingtaine d'années pour le viol et le meurtre d'une enfant de moins de 2 ans à Kombani. L'affaire avait défrayé la chronique à la fin de l'été 2011. Mais que recouvre cette peine en réalité? Le procureur de la République nous a éclairé sur la question. Contrairement aux autres peines qui sont prononcées, il n'y a pas de durée fixée par la cour d'assises. Donc la personne va rester en détention sans qu'on ait déjà fixé à l'avance le terme de la peine. Il va y avoir une première période, qui est une période qu'on appelle la période de sûreté, qui va être de 18 ans en l'occurrence, pendant laquelle le condamné ne peut rien demander, ni libération conditionnelle, ni permission de sortir, ni d'autres possibilités d'aménagement de peine. Donc il va rester en détention pendant ces 18 ans sans autre possibilité. Pendant les années de sûreté, le détenu ne pourra en aucun cas sortir de prison. Ce n'est qu'à l'issue de sa peine de sûreté qu'il ou elle pourra demander un aménagement de peine comme la libération conditionnelle ou la semi-liberté. En France, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté est une condamnation qui s'applique pour les crimes les plus graves. C'est vraiment la peine maximale prévue par notre code, donc c'est pour les infractions les plus graves, les assassinats, les faits de meurtre qui viennent accompagner d'autres crimes, comme en l'occurrence des faits de viol, et véritablement des infractions gravissimes. Dans l'affaire du viol et du meurtre de Kombani, la cour d'appel a même allongé la peine de sûreté de base. Au lieu des 18 ans, le coupable a été condamné à 22 ans. Le père et la mère de la victime se sont vus accorder respectivement 50 000 € chacun pour leur préjudice moral. Les sondages des élections départementales continuent. Les résultats des cantons numéros 13 et 14 sont tombés. Si à Tingoni, il n'y a pas de réelle surprise, à Sada, la situation semble être complexe. Les explications avec Myriam Issoufali et Leslie Vimné. Plus que 4 jours avant les élections départementales, sur le canton de Tingoni, pas de surprise. Le duo Amada Issoufi et Mahmoudou Roukia du Parti Socialiste est en tête. Il est suivi par l'UMP et ses candidats Ouseni Benissa et Razafinato Andro Fatimati Binti Darweshi avec une différence de seulement 4 points. Le binôme MDM-UDI formé de Bouanaïri Ibrahima Mehdi et Mouravili Mzadze Moualimou a réagi à ses prédictions ce matin sur notre antenne. Comme tout le monde le sait, ce ne sont que
des intentions de vote à un instant donné. Oui. Ce ne sont pas des résultats. Hein. Ce ne sont pas des résultats. Donc le trio de tête me semble tout à fait cohérent par rapport à la réalité du terrain. Nous sommes quand même une équipe très forte, une équipe solide, et donc on a confiance en la population, que la population va justement inverser ces statistiques que vous avez annoncées, et donc nous on se classe premier des statistiques. A noter que 18,75% des électeurs du canton de Tsingoni ne savent pas encore pour qui voter. À Sada, les électeurs n'ont pas attendu la décision du tribunal concernant les candidats UMP pour se prononcer. C'est Bakar Mohamed et Madi Bouana Mariam qui sont en tête avec 29,79% des intentions de vote. L'autre binôme UMP, Madi Ali et Sabili Mouanaïcha, se retrouvent en troisième place avec 10,64%. La bataille est serrée puisque 14,89% des personnes interrogées sont encore indécises. Pour l'heure, Daoudou Insia et Ouseni Nomani de l'UNFCS demeurent confortablement en deuxième place avec 19,14% des intentions de vote. Abdullah Ariti, les sondages commencent à tomber depuis cette semaine. On l'a vu, les grands partis reviennent en force. Oui, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je suis personnellement satisfait de ces sondages, même si, comme il a été précisé, ce ne sont que des intentions à un moment bien précis. Mais étant sur le terrain et le retour que nous avons de nos amis, des militants qui travaillent sur le terrain, je pense effectivement qu'aujourd'hui, les Mahorais ont compris qu'on ne fait pas de la politique s'il n'y a pas de parti politique. Les gens sont fatigués de ces associations familiales. Donc aujourd'hui, les gens ont compris que pour défendre les intérêts des Mahorais, il faut faire partie d'un grand parti politique. Il faut donner des garanties à la population. Il faut avoir un projet. Et je pense que ces élections-là seront la preuve de cet état de fait. Donc les Mahorais ont, selon vous, pris la leçon des élections de l'année dernière, les élections municipales. Oui, vous savez, depuis 2004, avec ces majorités qu'on appelle ici Macédoine, nous avons vu les conséquences qu'il y a eu sur l'état du pays. Il ne s'agit pas que du Conseil général, parce que quand on dit que le Conseil général va mal, c'est Mayotte qui va mal. Et quand c'est Mayotte qui va mal, ce sont les Mahorais qui vont mal. On a fait en 2004 la même chose. En 2008, il y a eu une Macédoine. Et en 2011, il y a eu une Macédoine. Je pense qu'aujourd'hui... Les Macédoines, ce sont les fusions. Ce n'est pas des fusions, ce sont des gens qui sont élus pour défendre leurs intérêts personnels. Ce sont des gens qui sont candidats parce qu'ils ont envie d'être candidats. Ce sont des gens qui ne sont pas candidats ou qui sont candidats parce qu'ils ont envie d'être candidats. Mais ce n'est pas des gens qui ont un projet. Vous savez, quand vous dites que vous avez un projet départemental, vous n'êtes pas dans votre canton tout seul dire j'ai un projet départemental. Nous savons tous comment fonctionne une assemblée telle que l'assemblée départementale. Il faut une majorité, il faut être nombreux, il faut avoir une équipe. Donc aujourd'hui, je pense que les Mahorais ne sont pas dupes. Ils se sont rendus compte que les personnes qui se déclarent candidats à 6 mois des élections, ils ne sont pas là pour défendre les intérêts de la population, mais sont là pour défendre les leurs. Donc à partir de là, les Mahorais de plus en plus, qui s'intéressent de plus en plus à la politique, ne céderont pas à cette façon de faire. Donc cet argument que l'on entend de part et d'autre, la politique autrement, c'est maintenant. Ça se passe à Mayotte. Oui, la politique c'est autrement, mais il ne s'agit pas de le dire. Il s'agit de le faire. Et on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on veut faire de la politique sans les partis politiques. On est en démocratie. Notre pays, on a la chance de vivre dans un pays démocratique. C'est une république. Et aujourd'hui, la garantie même du fonctionnement de la démocratie, de la République, ce sont les partis politiques. Donc moi, j'appelle tous ces jeunes, toutes ces personnes qui déclarent faire de la politique autrement, qui rejoignent les grands partis politiques, parce que comme je le dis tous les jours, ce ne sont pas les partis politiques qui font la politique, mais ce sont les hommes et les femmes qui composent ces partis qui font de la politique. Et à l'UMP, on considère qu'on fait de la politique autrement, uniquement pour défendre les intérêts des Mahorais et des Mahoraises. On va continuer, Abdullah Ariti, avec les élections. La Cour d'appel a rendu sa décision aujourd'hui dans l'affaire de l'UMP de Sada, et elle a confirmé le jugement rendu en première instance, à savoir l'incompétence des tribunaux de droit commun dans ce dossier qui relève du code électoral. Conclusion, il y aura bel et bien 2 binômes UMP dans le 12e canton. Une décision qui, selon les plaignants, aurait été prise dans l'urgence. Rappel des faits avec Myriam Issoufali. Le délibéré était attendu ce matin dans l'affaire qui oppose 2 binômes UMP. Verdict, cette affaire relève du code électoral et aurait donc dû être jugée par le tribunal administratif. La Cour d'appel a ainsi confirmé le jugement rendu en première instance. Bref, à 3 jours du scrutin, c'est la fin des rebondissements. Il y aura bien 2 listes UMP dans le canton Sada-Chirongi. Pour rappel, c'est le premier binôme investi composé de Madi Ali et Sabili Mouanaïcha avec le soutien du chargé de mission du parti, Adadi Andjilani, qui a saisi le tribunal
tribunal de grande instance pour contester l'investiture de Bakar Mohamed et Madi Bouana Mariam, candidats soutenus par le sénateur Abdourahmani Swali. La TGI s'était d'abord déclarée incompétente sur cette affaire, une décision qui n'a pas satisfait le camp UMP d'Adadi Andjilani qui avait fait appel. 2 binômes UMP pour le même canton, cela peut paraître étrange, mais la décision revient désormais aux électeurs. Le choix se fera dans les urnes. En tout cas, cette élection pourrait laisser un goût amer au sein de l'UMP qui semble plus que jamais divisé. Alors on en parle depuis plusieurs jours, Abdullah Ariti, 2 binômes UMP à Sada. Est-ce qu'ici on peut parler de dissidence? Vous savez, nous n'en est pas là. Aujourd'hui, il y a eu un problème, on ne peut pas le nier, au sein du canton de Sada. Un problème que nous avons essayé de régler en interne, que nous n'avons pas réussi. Certains ont considéré qu'il fallait qu'ils saisissent la justice. La justice les a déboutés à 2 reprises. Donc à partir de là, nous sommes confiants. Nous ne considérons pas que l'UMP est divisé. Vous savez, depuis quelques temps, on a l'impression que tous les journalistes parlent de la division de l'UMP, mais ils oublient nos adversaires. Vous savez, les socialistes sont tellement divisés qu'ils n'ont pas de candidat. Les MDM sont tellement divisés qu'ils n'ont pas été capables de faire des binômes. Aujourd'hui, l'UMP est le seul parti politique à pouvoir présenter des binômes dans pratiquement tous les cantons de Mayotte. Vous savez, on s'amuse souvent, quand on est en réunion, à dire qu'effectivement, qu'on a présenté 13 binômes dans 12 cantons. Donc effectivement, nous sommes le parti le plus fort. Nous avons des gens qui ne sont pas d'accord avec notre ligne politique, c'est leur droit. Ils ont choisi d'aller voir ailleurs, c'est leur droit. Mais nous continuons sur notre ligne directrice. Nous sommes un parti de droite. Nous votons à droite. Les jeunes, comme les plus anciens, votent à droite. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes confiants. Nous avons un projet, nous avons une équipe. Nous avons des candidats motivés. Donc pour nous, il n'y a aucune difficulté. Quand on parle de la division de l'UMP, je dis non. Il y a des désaccords. Mais aujourd'hui, l'UMP est unie dans tous les cantons de Mayotte et tout le monde travaille pour qu'on gagne. Parce qu'on ne veut pas gagner pour nous, on veut gagner pour les Mahorais. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, madame, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on se rende compte que pour faire de la politique à Mayotte, il faut avoir le soutien d'un grand parti politique. Et comme l'a rappelé le président Sarkozy, Mayotte, c'est la France. Quand on ambitionne de défendre les intérêts de Mayotte, il faut comprendre que ça ne s'arrête pas à Mamoudzou, ni à Dzaoudzi, et encore moins à Sada. C'est à Paris qu'il doit falloir y aller. Aujourd'hui, je pense que les Mahorais ont compris que l'UMP est le parti national qui défend le mieux leurs intérêts. Alors toujours à Sada, ces 2 binômes présents sur les listes, est-ce que vous n'avez pas peur que demain, en cas d'élection, l'autre binôme aille porter plainte encore une fois, ce qui est chose courante ici? La chance dans un pays démocratique, à la fin, ce sont les électeurs qui décident. Je regrette qu'on ait été jusqu'à ce point-là. J'aurais voulu qu'on n'aille pas jusque-là. Nous avons tout fait pour ne pas arriver à cette situation-là. Mais moi, j'ai surtout confiance, comme je l'ai toujours répété, à la justice de mon pays, qui nous a donné raison, parce que l'UMP est un parti national qui a des statuts. La justice a juste demandé que les statuts soient respectés, ce que nous avons demandé jusqu'à présent. Et concernant le cas spécifique de Sada, moi, j'appelle à la raison. J'appelle à la raison. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord qu'il va y avoir 2 binômes le 22. Mais l'objectif, c'est de battre le socialiste à Sada. L'objectif, c'est de battre le socialiste à Sada. Et moi, j'appelle tous les militants de Sada, j'appelle tous les responsables du parti à Sada de se ranger derrière le candidat UMP, capable de faire gagner l'UMP à Sada, et non pas de considérer des intérêts qui ne sont pas ceux de l'UMP, ceux des Mahorais et ceux de notre pays. Donc pour vous, en bref, que le meilleur gagne à Sada? Bien sûr, non pas seulement à Sada. Partout que le meilleur gagne, et moi j'ai confiance aux Mahorais. On va continuer cette édition à Ariti Abdullah. Depuis la rentrée de lundi, les élèves de l'école primaire de Kaweni sont victimes d'agressions. En effet, de jeunes délinquants du quartier arrivent avec leurs chiens pour intimider les enfants, pour ensuite leur dérober leur cartable ou autre matériel. Assinia Moussa et Fred Soulaïmana. Malgré la présence des agents de la mairie qui tentent de les calmer, les parents des élèves de l'école de Kaweni sont remontés. Depuis 2 jours, leurs enfants seraient victimes d'intimidation par des jeunes délinquants du quartier. Après wasi solo sera renga leo na tungura irongwa leo risihima hadago pia si roto wanatsa walo vavo nekawa ka wavenze risana hamaya ora kumona kades nyumba za me roto da gonvano sketira da gonvan par solution. Ces jeunes viendraient avec des chiens et armés de couteaux afin d'effrayer les petits et leur voler leurs affaires. Les parents exigent que la sécurité soit mieux assurée dans et autour de l'établissement. La majorité des personnes qui étaient là, ils ont demandé à ce que chaque parent prenne ses responsabilités, à savoir lorsque on voit des jeunes qui font des choses inadmissibles, notamment autour des écoles, puisque aujourd'hui l'école, on ne peut pas empêcher les enfants de venir travailler. Donc il faut à un moment donné que les gens prennent conscience qu'il faut agir
et de ne pas laisser ce genre de choses se développer davantage parce que c'est inadmissible. Et ce n'est pas la première fois que cela se produit. Avant les vacances, le directeur de l'école aurait été menacé par des jeunes armés d'un couteau. Bizarrement, les forces de l'ordre ne sont jamais intervenues. Contactés par téléphone, les services de police ont indiqué qu'ils n'ont pas été sollicités par l'établissement ou les parents d'élèves pour intervenir. Aucune plainte n'a été enregistrée à ce jour. Ce matin, un camion de la société IBS a percuté une voiture au rond-point de la Barge. L'accident a causé de gros embouteillages pendant plusieurs dizaines de minutes. Le temps que la police arrive, un automobiliste s'est même improvisé agent de la circulation, Assinia Moussa et Leslie Vimné. C'est aux alentours de 9h qu'un poids lourd, pesant plus d'une tonne, est entré en collision avec une Renault Clio 2 au rond-point de la Barge. Le propriétaire de la voiture accidentée nous a raconté la scène. Ce qui se passait, c'est que moi j'étais dans le rond-point et le mec il me rentrait par derrière et voilà, il m'a poussé vers les barrières. Voilà. Problème, les responsabilités sont partagées dans cette histoire. Si le chauffeur du camion aurait dû s'arrêter pour éviter de percuter la voiture, le chauffeur de cette dernière est aussi en tort. Car le stationnement et l'arrêt à l'intérieur d'un rond-point est interdit par le code de la route. En attendant, l'accident a entraîné des embouteillages. Alors, pour réguler la circulation, un automobiliste s'est improvisé agent de police. Je suis la police parce que la police, ils ne s'arrivent pas à faire vite. Moi, je suis rapide. On m'appelle Chap-Chap. Moi, je suis là depuis une demi-heure. J'ai fait leur travail. Il faut qu'ils me payent. Les conducteurs sont sains et saufs, mais la voiture, elle, est bonne pour la casse. Cela fait 14 jours maintenant que Nasuati n'a plus donné de nouvelles à sa famille. Sa mère lance un appel à travers les médias pour la retrouver le plus rapidement possible. Âgée de 18 ans, la jeune fille serait, selon ses proches, possédée. Hier, elle aurait été aperçue à Majicavo. Avec cette nouvelle piste, sa famille nourrit l'espoir de la retrouver. Reportage de Shakila Youssouf et de Fred Souleymana. Cette mère de famille ne trouve plus le sommeil depuis 2 semaines maintenant. Sa fille, Anlim Nasuati, âgée de 18 ans, a disparu sans donner de nouvelles. Séjournant chez sa tante à Wongojou pour les vacances, elle aurait quitté la maison de cette dernière pour se rendre chez sa mère à Tsunzu et depuis, plus de traces de la jeune fille. Elle serait vêtue d'un body, d'un pantalon jean. Elle aurait un foulard sur la tête qui dissimule ses cheveux courts. Sa mère a bien alerté la police nationale, mais on lui a indiqué que sa fille est majeure. Il est donc impossible de la forcer à rentrer chez elle. Antouria a donc entrepris les recherches elle-même. Depuis le témoignage d'un résident de Majicavo qui aurait aperçu sa fille, elle garde l'espoir de la retrouver saine et sauf. Zopia halilu amufanya dua mkirimoni ranya urefanya dua ne mola la amufanya dua ni mahari yoku ne swali ne fanya dua tumba Allah hambwe bana alo ahonhane manami na kufikiri tahatamba labda aulawa de halna vima taka ko kilo anasinyi bahano wala bebabo mtu anambi halilu babu amtindiso roho yangu ndiso la maana mnakulala na shindi tu kila siku. Nasuati serait, selon ses proches, possédée par des djinns depuis son entrée au collège, un phénomène qui pourrait peut-être expliquer sa disparition. Quoi qu'il en soit, sa disparition inquiète. Sa mère appelle toute personne qui aurait des informations ou verrait sa fille à la contacter au 06 39 67 58 24 ou à contacter directement la police. Le port du niqab a fait son entrée dans les mœurs à Mayotte. Plusieurs écoles coraniques recommandent ainsi aux élèves de porter le voile intégral. De nombreuses femmes mariées continuent elles aussi à fréquenter ces établissements avec en tête une idée bien précise de la femme musulmane. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. 24 au verset 31. Qu'il faut porter le voile et dans la sourate 31. Ferme et précise, le témoignage de cette jeune fille lève le voile sur le choix de ces femmes mahoraises de porter le voile intégral. C'est la première fois que l'une d'entre elles témoigne en direct à la télévision et à la radio, une prise de parole qui suscite autant l'admiration que l'inquiétude. La jeune femme a souhaité rester anonyme, nous l'appellerons Amina. Je souligne d'emblée qu'on ne m'a pas forcé à le faire, que j'ai voulu le faire moi-même.
Et si je l'ai fait, c'est parce que je me dis musulmane. Et en tant que musulmane pratiquante, il faut que je porte le voile, car c'est dit dans la sourate An-Nur, sourate la lumière, la sourate 24, au verset 31, qu'il faut porter le voile. Et dans la sourate 33, les coalisés, au verset 59, que toute femme musulmane pratiquante doit porter le voile. Elle semble décidée à donner une autre image des femmes voilées. Elle refuse qu'elles soient associées au terrorisme comme les attentats de Charlie Hebdo. Selon les pratiques de l'islam, la femme est considérée comme un bijou et il lui est aussi recommandé de baisser le regard et de faire vœu de chasteté. Ainsi, voulant se détacher des traditions mahoraises et plutôt s'identifier à l'islam pratiqué par les femmes des pays arabo-musulmans, Amina, Fatima, Saïda et bien d'autres ont choisi le niqab. Pour elles, c'est un moyen de mieux revendiquer leur foi et leur choix d'être pieuses. Et il ne faut pas avoir cette psychose-là qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un s'habiller, quelqu'un d'innocent et qui s'habille, qui suit sa route, on le soupçonne qu'il va être assassin, intégriste ou voire assassin. Non, on ne peut pas le faire ça. Après le témoignage d'Amina, le débat sur la place du voile intégral dans la société mahoraise est donc relancé. Mais il ne faut pas pour autant oublier que la loi française interdit le port de ce type de voile dans les espaces publics depuis 2010. Cette réglementation s'applique donc à Mayotte, même si elle n'est pas encore tout à fait appliquée. On vient de le voir dans le reportage Ariti Abdullah, le voile intégral interdit par la loi, et à Mayotte, on voit ces femmes se balader dans les rues sans aucune interpellation. Vous savez, je ne suis pas la police, ce n'est pas à moi de faire respecter la loi dans la rue, mais je rappelle justement que la loi existe et que sur ce point-là, les règles sont bien précises. Notre pays c'est une république, c'est un pays de droit où les femmes et les hommes sont libres de s'habiller comme ils veulent, sauf qu'il y a la loi. La loi interdit aujourd'hui certaines choses et je n'ai pas envie d'entrer dans les détails de cette loi, mais nous savons très bien comment ça se passe. Moi, je suis un républicain. Je pense effectivement que chacun a le droit de pratiquer sa religion dignement, dans des bonnes conditions. Mais je pense qu'à un moment, il ne faut pas oublier que ce qui nous rassemble tous, c'est de la communauté nationale. Nous pouvons être musulmans, nous pouvons être noirs, nous pouvons être juifs, nous pouvons être blancs, nous pouvons être chrétiens, nous pouvons être jaunes, même s'il le faut. Mais il ne faut pas oublier que ce qui nous rassemble, c'est la communauté nationale. Et la communauté nationale, c'est notre pays, c'est la France. Donc moi, je suis clairement pour qu'on respecte la loi aussi bien Mayotte. Soit on accepte que Mayotte, c'est la France, soit on ne l'accepte pas. Mais quand on accepte que Mayotte, c'est la France, on respecte les lois de la République. Et moi, j'aimerais bien rappeler aussi une certaine chose. Il faut rappeler que Mayotte n'est pas musulmane aujourd'hui. Mayotte est musulmane depuis qu'on est né, depuis toujours. On a connu Mayotte musulmane. Et aujourd'hui, Mayotte est une terre musulmane où la pratique religieuse ici est tolérante, où on a toujours vécu dans des bonnes conditions avec toutes les autres communautés. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que c'est pour des raisons justes que certaines femmes s'habillent de cette façon-là. Moi, je suis vigilant. Je suis vigilant parce que nous voyons bien ce qui se passe au niveau international. Nous savons très bien ce qu'il en est aujourd'hui de cette guerre que notre pays mène, que la communauté internationale mène contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, nous devons être très vigilants à Mayotte. Et moi, j'en appelle aux autorités locales, j'en appelle à l'État, aux représentants du gouvernement à Mayotte, pour faire en sorte que les lois soient respectées. Nous ne voulons pas qu'on fasse de notre terre, de notre île, une terre particulière. Nous faisons partie de la France, nous sommes la République et nous attendons que les lois de la République soient respectées ici et que le préfet fasse en sorte que les lois soient respectées ici. Donc vous êtes d'accord sur le fait de dire que Mayotte est en train de se radicaliser ? Mayotte n'est pas en train de se radicaliser. Les Mahorais ont toujours été des gens tolérants. Il y a certaines personnes qui souvent ne sont d'ailleurs même pas originaires de Mayotte, qui viennent ici pour instituer une certaine façon de pratiquer la religion musulmane. Et c'est à cela que moi c'est cela que je dénonce, et c'est cela que j'aimerais également que la justice, que les autorités fassent attention. Il va falloir arrêter de généraliser, il va falloir arrêter de tenir ce genre de discours que Mayotte se radicalise. Mayotte ne se radicalise pas. Il y a certaines personnes qui veulent radicaliser la société mahoraise, donc il va falloir les arrêter tout de suite avant que cela devienne plus grave. Il est maintenant l'heure pour nous de voir l'actualité de ce mercredi 18 mars. En bref, c'est tout de suite.
Depuis dimanche soir, un pêcheur mahorais est porté disparu dans les environs du banc du Castor, à 260 km de l'est de l'île. Les affaires maritimes en charge de la coordination du sauvetage en mer ont indiqué que le navire de pêche était parti de Koungou samedi 14 mars dernier. Surpris par de très mauvaises conditions météo dimanche soir, un des marins est tombé par-dessus bord vers 21h. Il n'a pas été retrouvé depuis. Malheureusement, l'homme n'était pas équipé de gilet de sauvetage ni de brassière de sauvetage. Sa disparition n'a été signalée qu'hier matin, au retour sur Mayotte des pêcheurs rescapés, soit 36 heures plus tard. Les autorités malgaches ont été alertées par les affaires maritimes et des messages radio sont diffusés aux bateaux navigant dans la zone. La préfecture de Mayotte rappelle aujourd'hui que la navigation des barques de pêche est limitée à une zone de 5000 des côtes mahoraises. Le collectif des États généraux d'outre-mer, le SEGOM, prend position contre le vote Front National pour les élections départementales de ce week-end. Dans un communiqué, il invite les Français d'outre-mer à la vigilance face à la résurgence du racisme, insufflé notamment par le parti de Marine Le Pen. Le collectif en veut pour preuve le fait que certains maires FN, élus en 2014, refusent de célébrer dans leur commune la journée nationale de la mémoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Se projetant dans les élections départementales, il livre une série d'arguments pour mettre en garde les électeurs. Le collectif indique notamment que demain, des conseillers départementaux pourraient inciter les Français d'outre-mer résidant en métropole à rentrer dans leur pays, puisque c'est déjà ce qu'il suggère à Christiane Taubira, ministre de la République originaire de Guyane. Des évaluations du niveau de français vont faire leur apparition à la rentrée prochaine. C'est en tout cas la volonté de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, face à la dégradation des résultats des écoliers en lecture et en écriture. Ces évaluations seront menées auprès des élèves des classes de CE2, 2 semaines après la rentrée de septembre. Grammaire, conjugaison, orthographe et compréhension écrite seront passés au crible d'un QCM. Objectif visé, une meilleure adaptation des apprentissages. La ministre de l'Éducation espère aussi mieux lutter contre le décrochage scolaire. À Mayotte, si cette nouvelle mesure s'avère nécessaire, elle risque de révéler de nombreuses lacunes dans la maîtrise de la langue française et de fait des défaillances dans le système éducatif de l'île. Un mouvement de grève est annoncé demain au sein de l'audiovisuel public. Les salariés de France Télévisions d'un côté dénoncent le non-respect du droit de grève suite à des sanctions disciplinaires prises contre des grévistes depuis fin janvier. De l'autre côté, les salariés de Radio France s'inquiètent contre le plan social annoncé par l'État. 300 à 400 emplois seraient menacés. Cette grève générale des deux groupes publics sera suivie ici, à Mayotte Première. On ignore encore combien de salariés de la radio-télévision suivront le mouvement, mais on sait déjà que certains programmes seront perturbés. Nous venons de l'apprendre, un attentat a eu lieu en Tunisie causant la mort de 19 personnes. Davantage de précisions dans nos éditions à venir. On termine cette édition avec cette opération. Des stagiaires de l'AGEPAC se sont donné rendez-vous dans le centre-ville de Mamoudzou ce matin. Tous employés par la mairie de Mamoudzou, ils sont allés à la rencontre de la population. Objectif, sensibiliser à la gestion des déchets. Au cours des échanges, ils ont réussi à rallier le public à leur cause. Une belle initiative racontée par Camille Leca avec les images d'Abbas Salidi. Dernier brief avant d'arpenter les rues de Mamoudzou. Dépliant en main, ces stagiaires veulent rappeler les bons gestes en termes de gestion des déchets aux habitants et aux commerçants. Des gestes qu'ils ont appris à maîtriser grâce à une formation de 200 heures dispensée par l'AGEPAC. Et pour eux, la priorité, c'est le tri sélectif. Miongoni mwa zinasoma tena bahi amba harimu hufanya hizi tri selective yori hono miongoni mwa vitu muhimu mangavu, maana tri selective ina faida mbili. Ina usitoa zinsama harva mira harva malago harva miji en plus ici vingi tena faida ngina oliyo kamba itoa tous déchets base déchets zile uzo zisijua ziri nufaisha tena na tongi yangina.
Les commerçants du centre-ville apprécient cette démarche d'échange en direct. Rien de mieux pour susciter des prises de conscience. Moi, je pense que c'est mieux directement de le faire à domicile et puis éduquer les gens à trier les ordures directement à domicile. Ça serait plus assidu pour les gens. En une matinée, plus de 400 prospectus ont été distribués. Une petite victoire pour ces stagiaires qui sont tous embauchés en contrat unique d'insertion à la mairie de Mamoudzou. Pour leurs formateurs de l'AGEPAC, cette sortie aura au moins permis de mettre en pratique leur apprentissage et de mieux convaincre sur cette nécessité environnementale. Pour les stagiaires, mais également pour nous, c'était important pour qu'on essaye justement de toucher cette population et qu'on puisse enfin essayer de monter des actions, chose qui reste encore difficile parce qu'on l'a vu aujourd'hui, il y a des gens qui sont intéressés par ce genre d'action, il y en a d'autres qui négligent encore, ce qui est très dommage, mais bon, c'est un combat qu'il ne faut surtout pas lâcher. Preuve que le tri sélectif, ça marche. Grâce aux 150 trios de Mayotte, 60 tonnes de métal, 85 tonnes de plastique et 100 tonnes de verre ont été recyclées depuis 2013. Une belle initiative, n'est-ce pas, Reti Abdullah? Bien sûr, vous savez, Mayotte est une belle île, c'est l'île au parfum. Donc toute action qui vise à justement protéger notre environnement ne peut qu'être encouragée. Et quand c'est fait par des jeunes, c'est encore très très bien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Abdullah Reti d'avoir répondu à nos questions. Merci. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Juste après, à 19h35, retrouvez l'invité du temps de parole de ce matin. Elle était au micro de Patrick Mian. Demain, je serai en compagnie d'un invité spécial, Maître Gims, qui sera l'invité de la rédaction. Très bonne soirée à vous sur KTV. Retrouvez les infos sur l'infopoésie.fr.